Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. La présidentielle en Côte d'Ivoire est prévue en octobre 2025 et déjà, le contexte politique reste marqué par de fortes tensions. Les principales figures de l'opposition sont radiées de la liste électorale qui elle-même est loin de faire l'unanimité, tout comme la commission électorale indépendante de laquelle certains partis d'opposition ont d'ores et déjà retiré leurs représentants. Le pays est donc déjà de plein pied dans une crise préélectorale évidente. Mais les Ivoiriens sauront-ils conjurer les vieux démons du passé, transcender les divisions en vue d'une présidentielle apaisée? 4 invités avec moi pour en parler. Nestor Kofi, vous êtes membre du PDCI RDAO, représentant de Tidjane Thiam de la diaspora. Vous êtes un homme en colère, un homme révolté avec la décision prise ce 22 avril par la justice ivoirienne de radier votre candidat de la liste électorale. Vos fonctions deviennent désormais inutiles. Mais vous dites ne pas baisser les bras. On en parle au cours de cette émission. Merci. Merci Nestor Kofi d'avoir accepté notre invitation. Bernard Oudin, conseiller de l'ancien président Laurent Gbagbo. Pour vous, les choses sont simples. Le prochain président de la République de Côte d'Ivoire s'appelle Laurent Gbagbo. C'est ainsi que vous voyez les choses. Mais comment devient-on président quand on est radié de la liste électorale? On en parle au cours de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tiekoura Aboubakar Diaby, vous êtes membre du RHDP, le parti au pouvoir, vous êtes le délégué à l'organisation, vous en êtes le délégué à l'organisation, à l'implantation et aux adhésions. Pour vous, le président Alassane Ouattara est une chance pour la Côte d'Ivoire et vous n'avez qu'un seul souhait, qu'il se présente à nouveau pour diriger la Côte d'Ivoire les 5 prochaines années et vous mettez en avant son bilan, mais on en parle au cours de cette émission. Merci. Monsieur Diaby, merci d'avoir accepté notre invitation. Dans cette émission, nous parlerons droit, état de droit, gouvernance, justice, décision de justice, démocratie. C'est à juste titre que je vous ai invité. Brice Nzamba, vous êtes avocat au barreau de Paris, par ailleurs analyste politique. Merci à vous. Merci Richard. Merci maître d'avoir accepté notre invitation. Commençons cette émission par une question de droit. Brice Nzamba, le 7 février dernier, Tidjane Thiam engage des démarches pour se décharger de la nationalité française. Pour ce faire, il avait besoin d'un certificat de nationalité ivoirienne. Il l'obtient. La justice ivoirienne lui délivre un certificat de nationalité. Il fait sa procédure qui prend fin le 19 mars dernier. Il n'est plus français. Il est désormais ivoirien, pensait-il. Puis ce 22 avril, la même justice ivoirienne lui dit qu'il n'est plus ivoirien. Une question de droit. Un État peut-il revenir sur ses propres actes administratifs? Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que les actes administratifs ne sont pas figés dans le marbre. C'est-à-dire qu'un acte administratif qui a été pris peut être retiré, c'est-à-dire qu'on peut abroger un acte administratif. On peut l'attaquer aussi devant un tribunal administratif et donc faire en sorte qu'on sorte des effets que cet acte a produits. C'est possible. Voilà. Bon, maintenant, on peut discuter sur la motivation pourquoi cet acte avait été pris. Est-ce que ça a été pris à la légère ou est-ce que ça a été pris sérieusement et puis par la suite, oui, on s'en est repenti. Mais juridiquement, on peut prendre un acte administratif, on peut l'abroger pour des raisons objectives qu'on estime être remplies. Ou on peut attaquer cet acte devant un tribunal. Donc il n'y a encore aucune espèce d'incohérence juridique par rapport à la décision qui a été prise ce 22 avril. Oui, juridiquement, c'est possible. C'est-à-dire qu'un acte administratif peut être abrogé, oui. Un acte administratif peut être pris, et par la suite, le tribunal peut être saisi, et le tribunal va en ce moment-là dire ce qu'il en est. Voilà. Donc, pendant que le dossier déposé au niveau de la France par Tidjane Thiam était en traitement, la France a dû vérifier s'il était effectivement ivoirien, oui, puisque la législation française prévoit que le candidat à une forme de déchéance, oui, ne soit pas après apatride. Et c'est après qu'on a constaté qu'il n'est plus ivoirien. Oui, alors là, là, on entre un peu dans la politique, hein, c'est-à-dire que je pense que
la décision, le certificat de nationalité qui a été produit à cette époque-là, Oui. s'ils l'ont produit, c'est que nécessairement l'administration avait des éléments objectifs Bien sûr. sur lesquels elle pensait que M. Thiam avait le droit d'être Ivoirien. Voilà. Donc il faut rester objectif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer qu'un État comme la Côte d'Ivoire ait pu produire un certificat sans avoir des éléments. Bon, après coup, donc quand les intérêts n'ont plus été les mêmes certainement, il a fallu que le tribunal puisse rendre une décision. Alors, la difficulté dans l'affaire de M. Thiam, c'est que la décision qui a été rendue par le tribunal, cette décision n'est pas susceptible de recours. Oui. C'est ça la vraie difficulté. Voilà, c'est-à-dire que on prend un certificat de nationalité, certainement sur des éléments objectifs, Bien sûr. et par la suite, on considère que la personne n'a plus la nationalité française depuis 2002, je crois, depuis ce qu'il a eu 2022. 2022, voilà, depuis 2022. Non, depuis 1987 qu'il s'est fait naturaliser. En 1987, il a acquis la nationalité française. Et donc 15 ans plus tard, il n'est plus ivoirien. Voilà, donc c'est ça. Donc et ça, en principe, l'administration ivoirienne aurait dû approfondir la question avant de délivrer le certificat de nationalité. Manifestement, ça n'a pas été fait. Donc moi, je pense qu'il y a un peu du cafouillage dans cette affaire. Avant de passer... Et comme on dit, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Voilà. Avant de passer la parole à Nestor Kofi, très rapidement, et au moment où nous faisons cette émission, il est de quelle nationalité, Tidjam Thiam? Ah non, là, il est apatride. Il est apatride. Oui, mais puisqu'il n'est plus français et il n'est plus ivoirien. Donc, il est apatride. Il n'a plus d'origine aujourd'hui. Non, il a une origine, mais juridiquement parlant, il n'a plus de nationalité. Je ne crois pas. M. Thiam est ivoirien. Ok, merci. Il est ivoirien. Personne ne lui dénie le fait qu'il ne soit pas ivoirien. Il a renoncé à une nationalité ivoirienne en devenant français. Encore, on peut en discuter. Mais on lui dit... Ah, c'est bien que vous disiez ça. Non, c'est pas... Pour vous dire que ce n'est pas politique la décision qui a été prise. Bien sûr. Les frères de Thiam sont ivoiriens, sa sœur est ivoirienne et tout cela. Mais sauf que lui, il s'est prévalu d'une autre nationalité. Oui. Et il n'a pas pris le recul nécessaire à l'aune de ses ambitions politiques de décharger très tôt de cette nationalité. Non. J'arrive. Monsieur Diaby, administrativement, j'arrive, j'en viens. Oui. Et quand il s'inscrit sur la liste électorale, il n'est pas encore déchargé de sa nationalité française. Oui. Et c'est cette décision-là... C'était en 2022. Oui, c'est cette décision de s'inscrire sur la liste électorale avec un document français qui a été attaqué. Sinon, dans sa nature en elle-même, personne n'a dit à M. Thiam... Actuellement, là, administrativement, il est de quelle nationalité? Administrativement, il peut aller à la justice, demander qu'on lui donne ses papiers ivoiriens. Il les aura. Non. Et après... Oui. La prochaine RLE, il pourra s'inscrire sur la liste électorale. Avant d'aller à la justice, il a quelle nationalité? Pour le moment, on s'en tient à la décision de la justice pour l'instant. Nestor Kofi, Oui. vous avez vécu avec colère la décision prise ce 22 avril Tout à fait. par la justice de votre pays, la Côte d'Ivoire. Oui. Par la parodie. C'est une justice que je n'arrive pas à comprendre si ce n'est pas une justice politicienne. Dans la mesure où le président Thiam n'a pas renoncé à sa nationalité ivoirienne. Il n'a pas été naturalisé. Il est né français parce qu'il a ses parents qui étaient français. Dès lors, on ne peut pas lui opposer l'article 48. C'est de ça qu'il s'agit. Mais s'il est né français, pourquoi il s'est fait naturaliser en 1987? Il ne s'est pas fait naturaliser. C'est une réintégration que les gens ont eu à faire. Le truc est écrit là. Ce n'était pas une renonciation à la nationalité pour prendre une autre nationalité. Il n'a pas été naturalisé. Ça, c'est clair. D'accord. En 1987, oui, quand il a été réintégré dans la nationalité française, quelle est sa situation au regard de l'article 40 du Code de la nationalité? Mais il avait les deux, dans la mesure où ça s'est imposé à lui. Ce n'est pas une nationalité qu'il est allé demander. Moi, je suis venu, ça fait 50 ans que je suis en France, je n'ai jamais osé aller prendre la nationalité. Pourtant, mon épouse est française, mes enfants sont français. Comme je voulais faire de la politique, je n'ai jamais renoncé parce que je sais que ça pourrait poser un problème. Lui, ça s'est imposé à lui. C'est comme aujourd'hui, mes enfants vont en Côte d'Ivoire, ils veulent faire de la politique, alors qu'ils ont la double nationalité aujourd'hui et on va leur opposer. Alors, ils n'ont pas choisi. Mais pourquoi parle-t-on de naturalisation alors? Il n'a pas été naturalisé, justement, c'est parce que les gens... Mais tu ne demandes pas quelque chose que tu possèdes déjà. Non, comment? Exactement. Non, excusez-moi. Non, la réintégration. Je vous jure. Ça n'a rien à voir. Oui, il n'y a aucun parti pris dans ma question, je vous jure. Oui, non, vous posez la question, je dis non.
il n'a jamais été naturalisé. Et ça, tous les avocats l'ont dit. D'accord. C'est pour ça que... Ok, avançons. C'est pour ça qu'au cours des requêtes qui ont été faites par les gens à la CEI a débouté toutes les 150 personnes qui ont fait ces requêtes. Oui. Ça, c'est important. C'est un point important et positif que vous évoquez. Mais une question très rapidement, mais ça fait peut-être appel aussi à des réponses juridiques. Oui. Brice Nzamba, regardez, nous tous, imaginons, nous, ici, juges ivoiriens. Vous êtes juge ivoirien. Bon, alors, je vous pose, vous, la question. Vous êtes juge ivoirien. Oui. Je suis justiciable ivoirien. Oui. Je me présente à vous, je sollicite un certificat de nationalité ivoirienne. Je produis l'acte de naissance de mon père ou le certificat de nationalité ivoirienne de mon père ou de ma mère et mon acte de naissance. Vous êtes juge ivoirien et je sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité. Sauf qu'en temps, moi, je suis devenu guatémaltèque ou brésilien ou suédois ou pakistanais. Mais vous faites comment pour le savoir? Mais je vérifie. Mais il n'y a pas un fichier. Mais non, il y a pas une histoire. Pourquoi vous ne dites pas au juge? J'arrive. Pourquoi vous ne dites? Non, c'est à lui, j'ai posé. C'est pour qu'on comprenne. Dépassionnons le débat. Allons-y. Il y a des solutions politiques sans doute. Mais disons objectivement, posons les choses sur la table. Oui. Comment vous faites pour savoir qu'en temps je suis suédois? Mais pourquoi lorsque le président a été, qu'on appelle, a renoncé à sa nationalité française, où la France avait fait, qu'on appelle, les enquêtes pour ne pas qu'il devienne apatride, oui. Il a fait, les gens lui ont délivré un certificat. C'est pourquoi? C'est vrai. Maintenant, mais c'est pour ça que je vous pose la question. Ils reviennent sur ça, alors que ses frères, ses parents, c'est parce que les gens savent, ses frères, son frère aîné, Augustin, est aujourd'hui ministre, gouverneur de la capitale, capitale politique de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro. Lui, ça pose aucun problème, parce qu'il n'a pas d'ambition politique. Sa sœur aussi, oui. Pareil. Son frère, oui. Pareil. Dans une famille où il y a eu 5 ministres aujourd'hui, et celui-là même dont on parle, lui aussi, il a été ministre en Côte d'Ivoire. Quand le président Ouattara venait en Côte d'Ivoire, où il avait 50 ans, lui, il a renoncé à sa nationalité voltaïque parce qu'il a dit devant qu'on appelle, oui, on a les vidéos, lui-même il a parlé. Il a servi en tant que vice-gouverneur de la BCEAO. Quand il a servi en tant que vice-gouverneur, au moment où le président Gbagbo a pris l'article 48 pour faire de lui candidat, est-ce qu'il a renoncé à ce jour ses autres nationalités? Ça aussi, on va lui poser. Absolument. On reviendra sur cette question. Pour l'instant, on reste sur le cas Thiam. Bernard Oudin, comment vous avez vécu la décision prise ce 22 avril par la juge du tribunal d'Abidjan qui a décidé tout simplement de faire constater à Thiam qui n'est plus ivoirien en 2022 quand il s'inscrivait sur la liste électorale? D'abord, en tant que citoyen ivoirien, oui. ma première réaction, c'était une forme de tristesse, parce que au-delà du problème de M. Thiam, c'est tout le problème qui doit nous occuper dans ce débat, bien sûr, qui est celui de l'élection d'octobre 2025. Oui. Et l'éviction, entre griffes, comme on dit à Abidjan, de M. Thiam à l'heure où on parle, est le dernier avatar d'un certain nombre d'éléments qui me font craindre que le 25 octobre n'arrive pas en tant que jour d'une élection, mais comme le terme ou le début d'une nouvelle crise institutionnelle et éventuellement sociale et militaire en Côte d'Ivoire. Je m'explique. La Côte d'Ivoire vient de passer pratiquement depuis 1960 65 ans d'indépendance. Il y a eu 33 ans sous Houphouët-Boigny. Et je parle en connaissance de cause parce que le jour de l'indépendance, j'étais dans un collège d'Abidjan en tant qu'élève. Quand le président Houphouët-Boigny a hérité de la Côte d'Ivoire par la volonté du général de Gaulle de faire sortir les anciennes colonies et de les rendre indépendantes sous une certaine forme, la Côte d'Ivoire était un territoire de l'AOF.
ce territoire était délimité par ce que j'ai connu quand je voyais la carte au tableau, quand j'étais à l'école de la RAN ou ailleurs, par des petits traits pointillés qui circulaient comme ça dans toute la région entre le Sahel et la côte du golfe de Guinée. Et il y avait un gros trait noir autour qui était l'AOF. On a donné l'indépendance à tous les groupes qui étaient à l'intérieur de ce gros trait noir, qui était délimité par des petits traits. Bien sûr. Mais c'était des traits qui avaient une délimitation administrative franco-française. D'accord. D'ailleurs, la Haute-Volta a été 3 fois en 50 ans rattachée, détachée, rattachée à la Côte d'Ivoire. Où voulez-vous en venir avec ce rappel? J'en viens au fait que chaque pays, en 1960, était des entités issues administrativement de la colonisation, qu'on a mis des gens dans des espèces de carrés ou de rectangles, sans tenir compte des géographies, des relations humaines, etc. Et il a fallu que chaque pays se trouve une identité propre. Et la grande, le grand héritage d'Houphouët-Boigny, c'est d'avoir créé en 30 ans un État-nation. Ok, on revient au Katiam, s'il vous plaît. J'y arrive. Quand ces 30 ans sont passés avec le départ d'Houphouët-Boigny, il y a eu toute la deuxième période que j'appelle depuis 7 décembre 1993 jusqu'à aujourd'hui où on parle, par une période qui a été extrêmement mélangée, comme a dit un jour le président actuel, où nous avons eu à la fois Henri Conan Bédier, qui est parti dans des conditions spéciales, une transition militaire tout à fait chaotique, l'arrivée du président Gbagbo dans des conditions difficiles, mais où démocratiquement il était élu, une rébellion qui se fait dans la foulée, 10 ans pour aboutir à novembre 2010 et à tous les événements qui ont suivi jusqu'au 11 avril, et depuis le 11 avril jusqu'à aujourd'hui, une mainmise d'un groupe, je ne dis même pas d'un parti, je dis d'un groupe, sur l'ensemble du pays, dans des conditions où la Constitution est foulée matin, midi et soir. Et l'élection de cette année, c'est mettre fin à cette période-là et recréer un pont entre la période où Boigny a créé l'État-nation et aujourd'hui. C'est le vrai débat que doivent avoir les Ivoiriens. Parce qu'on peut passer 3 heures de parler du sexe des gens ou de la nationalité de M. Thiam et on n'avancera pas. Aujourd'hui, il faut considérer que l'élection en Côte d'Ivoire, demain, et d'ailleurs c'est ce qui a été répété par les uns et les autres, et sans doute acquis par le représentant du secrétaire général des Nations Unies à Abidjan la semaine dernière, M. Simon, qui est à peine reparti d'Abidjan d'ailleurs, a vu comment on foulait au pied la suite des élections en Côte d'Ivoire. Il faut que cette élection soit inclusive. Et moi, je n'ai aucun souci. Du coup, vous ne répondez pas à la question. Si, j'y réponds maintenant. Qu'elle soit inclusive, c'est-à-dire que même M. Ouattara, qui normalement, si on parle droit, n'a pas le droit d'être candidat, moi, je ne suis pas contre le fait qu'il puisse l'être. Bien sûr. M. Thiam, il a sans doute ses raisons. Que M. Laurent Gbagbo, qui n'a aucune raison d'être exclu de la liste électorale, aucune. En droit, j'en avais parlé. La décision plus le 22 avril était une décision politique, dit-on. La décision est au-delà du politique. C'est une stupidité juridique de la part de M. Ouattara, et je dirais... de M. Ouattara, carrément. Mais oui. Le moindre juge d'Abidjan ne dépend que de M. Ouattara. Oui, d'accord. C'est le premier magistrat. Vous l'avez dit, la CEI a débouté le premier requérant. Ce qui était quelque chose de positif. Je voudrais finir avec ça, et je pense qu'il faudrait qu'on rétablisse le débat ici sur cette situation de l'avenir de la Côte d'Ivoire et quel est l'enjeu du 25 octobre. Parce que les enjeux, c'est la dette de la Côte d'Ivoire, c'est la situation humaine des gens, c'est l'école, c'est la santé, c'est ça les vrais problèmes. Voilà. Donc, et pas de savoir si un bout pour vous, les questions liées aux nationalités, tout ça, c'est des questions subsidiaires. C'est des questions qu'il faut savoir dépasser parce que dans une période où l'enjeu, c'est le pays. Je vais répondre sur ça. Les questions de nationalité, si les gens ne devraient pas en parler, c'est les gens d'en face. D'accord. Le RHDP. Ça, vous l'avez dit. Parce qu'ils ont pris les armes par rapport au fait que ils étaient exclus. Voilà. Ils se sentaient exclus. Le président Dramane Ouattara. Oui. Alors, donc aujourd'hui, si les gens sont bien conscients de ce qui s'est passé, ils ne doivent plus parler de nationalité de qui que ce soit en Côte d'Ivoire. Est-ce que
au moment où on est en train de faire cette émission, vous pouvez dire à vos compatriotes que votre président, celui dont vous souhaitez une réélection, est dans un état d'esprit qui permettra de trouver une solution politique à cette situation qui se crée au fond. Si aujourd'hui, le président Alassane Ouattara veut que Tidjane Thiam participe à cette présidentielle, ce sera ainsi. C'est lui qui a la clé aujourd'hui. Est-ce qu'il est dans cet état d'esprit-là? Je voudrais d'abord rebondir sur ce que mes deux panélistes viennent de dire. Sans trop polémiquer. Hein, non, mais si, il faut que... Sans trop revenir dans les faits anciens, sur les faits anciens. Ils l'ont fait, vous n'avez rien dit. Ouais. Ils l'ont fait, vous n'avez rien dit. Et vous me posez une question qui balaie tout de suite tout ce qu'ils ont dit. On ne va pas référer l'histoire. Il faut que je réponde. Allez-y. Oui, permettez. Allez-y. Au début, je vous l'ai dit déjà. Allez-y, monsieur Diaby. J'étais d'accord là-dessus, donc il faut que j'y aille. Allez-y, essayez. Le problème de monsieur Thiam, il est victime de sa propre turpitude. Il avait des ambitions de devenir président de la République de Côte d'Ivoire. Il savait pertinemment qu'il avait une double nationalité. M. Billon, qui était dans ce cas, mais de façon très naturelle, a entamé ce processus-là bien longtemps avant lui. Pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi est-ce que dès qu'il est rentré en politique en Côte d'Ivoire, bien avant même qu'il soit candidat à la présidence du PDC, pourquoi est-ce qu'il n'a pas déjà se déchargé de cette nationalité ivoirienne, française? Ça nous aurait soulagé de tout ce débat-là aujourd'hui. Monsieur Diaby. J'arrive. On profite du décès du président Henri Konan Bédié pour faire une OPA sur le PDCI. Pourquoi? Parce que des historiques comme Guy Kaoué, comme Akossi Benjo, comme Jean-Louis Billon, on leur a opposé des tests du PDCI et on leur a opposé le fait qu'ils étaient sous contrôle judiciaire pour les écarter de la course à la présidence du PDCI. À Billon, ils ont dit qu'il n'était pas membre du bureau politique, voilà pourquoi il ne pouvait pas candidater. Oui. Mais j'arrive, vous parlez quand je vous... Allez-y. Vous m'avez dit de ne pas vous interrompre. Donc, oui, et la courtoisie nécessaire de ne pas m'interrompre. Non, je vous réponds. Voilà. Je dis oui. Donc, du coup, vous appliquez en votre sein des règles, des règlements, des tests, mais quand on en arrive au niveau national, où vous savez que vous êtes pris les pieds dans le tapis, vous commencez progressivement à alerter la communauté internationale. Progressivement, vous faites le curseur dans un verre d'eau et pour faire croire que vous êtes victime d'arrangements juridiques. Le président de la République n'est pas magistrat. Le président de la République, les juges ne siègent pas au palais de la République. Il y a bien des tribunaux en Côte d'Ivoire. Mieux, les 150 personnes qui ont saisi la justice, oui. M. Thiam n'est pas assez honnête. Sur les 150 personnes, il y a 80% de militants du PDCI RDA. Oui. Il faut qu'ils le disent. Il y a 80%. Pourquoi il ne dit pas aux Ivoiriens que c'est en son sein, au sein du PDCI, que le problème subsiste? Parce qu'il a été mal élu. Parce qu'il a voulu tromper le peuple. Mais ça ne vous regarde pas. Ça ne nous regarde pas, mais puisque ça devient problème. Vous n'êtes pas de son parti. Mais ça devient problème national. Ça devient problème national maintenant. Ça devient problème national. Ça devient un problème national. Puisque tout ce qu'il a fait au départ le rattrape aujourd'hui, parce qu'il y a des militants qui contestent son éligibilité à la tête du PDCI. Et ensuite, ils vont plus loin. Et lui conteste même la volonté la possibilité d'être sur la liste électorale. Ce n'est pas le RHDP qui l'a fait, je suis désolé. Monsieur Diaby, vous êtes jeune et vous aspirez à prendre la relève dans votre pays, et la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui doit être très attaché à la vérité, aux valeurs de vérité. Exact. En 2020, lorsque le candidat du RHDP se présentait à la présidentielle, était-il exclusivement ivoirien? Mais il était ivoirien. Il était ivoirien. Oui. Vous en êtes là-dessus. Donc ça répond à sa question où il voulait savoir si effectivement le président du RHDP, enfin le candidat du RHDP que vous souhaitez et donc l'actuel président de la République était exclusivement ivoirien. Vous nous dites ici à cette table qu'il est exclusivement ivoirien. De tous les leaders politiques d'alors, le président BDP à son âme, le président Ouattara a été le seul à présenter les pièces d'identité de sa maman et de son papa de façon publique. De notoriété publique, ils sont ivoiriens. La réponse, elle est claire. Mais demandez à M. Oudin ou demandez à M. Kofi. Est-ce que M. Bédié, paix à son âme, ou M. Gbagbo,
on peut présenter les pièces d'identité de leurs parents. Votre réponse, elle est très claire. Hein? Elle est très claire. Brice Nzamba, avant qu'on... Oui. On va lui répondre. Il y a deux problèmes. C'est très intéressant, ce débat hein, sur, à la fois sur la nationalité, sur le code vous traitez de la nationalité. Mon président de menteur. Votre président est menteur. S'il vous plaît, monsieur Kofi. Soyons polis. Non, soyons polis. Voilà. Vous traitez mon président de menteur. Vous, votre président est menteur. Mais vous êtes la seule... C'est lui qui viole la Constitution. C'est votre président qui demande de voir une nationalité alors qu'il est français. On va avancer. Donc arrêtons un peu. On va avancer. On va aborder tous les points dans cette émission. On va avancer. C'est vous ne savez pas ce que vous dites. Oui, ça va. Vous racontez n'importe quoi. S'il vous plaît. La question, elle est intéressante puisque ça nous met en face de deux problèmes. Premièrement, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne savaient pas qu'il existe un certain article 40 d'un certain code. 48, pardon. Pas 48. Code 48 du Code de nationalité. 48 d'un certain code de nationalité qui dit que vous cessez d'être Ivoirien dès lors que vous acquérez une nouvelle nationalité. Mais c'est parce que Thiam veut devenir président maintenant qu'on le sait. Il y a plusieurs Ivoiriens et nous sommes sûrs qu'il y a même en Côte d'Ivoire. lui-même, Dramane. S'il vous plaît. Nous avons, même en Côte d'Ivoire aujourd'hui, des juges qui rendent des décisions de justice au nom du peuple ivoirien, alors qu'eux-mêmes ont perdu la nationalité ivoirienne. C'est une possibilité. Comment on règle ce problème? Parce qu'on le découvre là. Oui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la politique de la nationalité répond à plusieurs intérêts. C'est-à-dire qu'il y a des États qui sont plus ouverts, c'est-à-dire qu'ils tolèrent que leurs citoyens puissent avoir la double nationalité, et même dans ces cas, qu'ils puissent même, je dirais, prétendre à des postes les plus élevés. Il y a des États qui considèrent que c'est tout à fait normal, puisqu'on veut attirer un peu plus de talents de gens qui peuvent être au service de l'État. Il y a des États, en revanche, qui considèrent que la magistrature suprême étant un niveau de service à l'État qui est tellement élevé et qu'on incarne la nation, et qu'il est donc nécessaire en ce moment-là qu'on soit exclusivement de la nationalité de ces pays. Donc, tout dépend de la philosophie que l'État porte par rapport aussi bien à la citoyenneté et aussi aux attentes qu'on attend du chef d'État d'un pays. Bon, en Côte d'Ivoire, ils ont fait le choix, notamment en ce qui concerne la nationalité. Il y a une politique de la nationalité qui est un peu particulière en Côte d'Ivoire, puisque dans son code, comme on l'a dit dans son article 48, il est bien précisé que quand vous arrivez à acquérir une nationalité étrangère, en fait, quand vous avez fait une acquisition volontaire. Bien sûr. C'est ce qu'est l'article. Oui. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut faire une acquisition, un consentement volontaire à une nationalité étrangère. Vous perdez 15 ans plus tard la nationalité ivoirienne. Bon, si cette acquisition n'était pas volontaire, c'est-à-dire quand vous êtes né, par exemple, français, par filiation, c'est-à-dire que votre père était français, vous-même vous êtes né français, donc vous ne l'avez pas acquis volontairement, vous ne perdez pas la nationalité ivoirienne, vous la gardez. Voilà. Donc, la question qui s'est posée pour le cas du président Thiam, c'est que pour ses avocats, ils ont fait de leur mieux en disant que M. Thiam était né français. Voilà. Le débat était à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'il était-il né français ou avait-il acquis par la suite volontairement la nationalité française? Donc, la question de droit est à ce niveau. D'accord. Voilà. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, parce que le débat, pour dépassionner le débat, il faut trancher cette question. Maître Patrice Gueux, qui est un remarquable avocat ivoirien, on l'a vu il y a 2 jours, qui dit c'est Tidiane Thiam même qui, après coup, nous a apporté d'autres éléments d'appréciation qui ont permis au juge de prendre la décision de ce 22 avril. Parce qu'au moment où il faisait sa demande, le juge ne savait pas qu'il avait une autre... En fait, donc, est-ce qu'on peut dire là que la juge qui a pris la décision ce 22 avril a pris une décision juridique proprement et que ce n'est pas une décision politique? Personnellement, ça dit que par rapport au droit, je pense que le droit a été dit, objectivement. Je suis rassuré. Là, je ne parle pas de politique. Oui. Je ne parle pas de politique. Je ne parle pas de politique. Que le droit a été dit. C'est-à-dire que quand on prend l'article 48 du Code de la nationalité applicable en Côte d'Ivoire, il est tout à fait juridique et conséquent que M. Thiam ne puisse plus prétendre à la nationalité ivoirienne, puisque il
une démarche volontaire pour acquérir la nationalité française en 87. Il a fait une démarche volontaire. Et cela lui fait perdre, cela lui fait perdre la nationalité ivoirienne. Comment? Et cela lui fait perdre, cela lui a par fait conséquent, perdre, en application de l'article 48, 15 ans plus tard, la nationalité ivoirienne. Je propose qu'on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants. Je voulais demander à Maître si il a les preuves de ce qu'il annonce. De notre émission. NCA, la nouvelle chaîne africaine. Deuxième partie de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à la Côte d'Ivoire qui tient sa présidentielle en octobre prochain. On l'a vu, la décision est donc tombée ce 22 avril. Tidjane Thiam est désormais lui aussi rayé de la liste électorale. Cette actualité a fait l'objet de notre discussion dans la première partie de cette émission. Nous revenons à vous, Ben Aoudin, vous demandiez la parole très rapidement pour répondre par rapport à ce qu'a dit M. Diaby dans la première partie de l'émission. C'est pas ce qu'a dit M. Diaby, c'est la situation réelle, en particulier de M. Ouattara. J'ai écrit un livre il y a 10 ans qui s'appelait « Les Ouattara, une imposture ivoirienne ». J'ai travaillé à fond sur le dossier de M. Ouattara pendant des mois et des mois. Et ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'il y a une personne au monde qui a toujours dit, jusqu'au moment où il a voulu prendre des positions politiques en Côte d'Ivoire, qui a toujours dit, de son adolescence jusqu'à ce moment-là, qu'il était voltaïque ou burkinabé, c'est M. Ouattara lui-même. Ouais. Tous les actes qu'il a posés pour aller aux États-Unis comme étudiant, avoir son service militaire en Haute-Volta, d'acheter un immeuble dans Abidjan, que je connais bien parce que c'est un immeuble qu'avait construit mon père, qui s'appelle Le Signal. Il est allé chez un notaire en 1984, il a sorti son passeport voltaïque, j'ai la copie de l'acte de vente. Et tous les éléments, il est allé au FMI, le FMI a dit « Monsieur Ouattara, de nationalité burkinabé ». Donc nulle part. Vous êtes ivoirien, non? Oui, non mais il peut devenir ivoirien. Non. Il peut devenir ivoirien, mais il ne peut pas... Le code électoral actuel. Non, mais et c'est très intéressant. Je ne parle pas du code électoral, je parle d'un monsieur qui a passé sa vie à dire ce qui vient de se passer. Ce n'est pas une personnalisation du débat. Parce que j'ai l'impression que vous avez un problème personnel avec M. Ouattara. Non, j'ai aucun problème personnel. Je pense que vous avez un problème personnel. C'est qui a la tête d'un pays. Donc, assurez-vous. S'il vous plaît, je vais terminer. Vous direz s'il vous plaît, M. Diaby, on laisse... Donc, je ne vous permettez pas d'agresser le président de la Mais il dit ce qu'il veut. Non, non, vous répondrez. Il a le droit de dire votre vie quand vous voudrez. Mais moi, je sais de quoi je parle. Parce que vous avez Gbagbo chevillé au corps, comme une gangrène. Oui, mais c'est son droit, il n'y a pas de souci. On parle de M. Gbagbo. Allez, continuez. Où voulez-vous en venir? Je veux en venir aujourd'hui. On est dans ce débat sur M. Thiam, où on s'aperçoit pour les téléspectateurs qu'on coupe les cheveux en 4, qu'on peut y passer la nuit et qu'on n'aura aucun résultat. Vous avez dit tout à l'heure, j'espère que l'élection sera inclusive. Oui. Moi, je pense qu'elle sera inclusive ou qu'elle ne sera pas. Oui. Et je ne sais pas ce qui se passera derrière. Mais cette élection doit être inclusive. Et c'est pour ça qu'il faut aujourd'hui débattre de l'avenir de la Côte d'Ivoire, des intérêts des uns et des autres pour l'avenir, pour les femmes, les enfants de ce pays, etc. Que le président actuel de Côte d'Ivoire a d'autres nationalités. Je l'ai écrit. M. Ouattara ne m'a jamais attaqué. D'accord. Mais M. Ouattara a toujours dit ce qu'il était. S'il vous plaît. Avançons. Ça ne vaut absolument pas la peine parce que vous racontez des inquiétudes. Monsieur Diaby, le code électoral de votre pays a instauré ce qu'on pourrait appeler une sorte de délation républicaine et citoyenne qui fait que demain, une fois que le président Alassane Ouattara sera inscrit, enfin, va poser sa candidature, vous avez le droit d'attaquer vous aussi. On va l'attaquer. Vous avez le droit. Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait? Non, mais il y a quelqu'un qui l'a fait. Quelqu'un l'a fait et on va poursuivre ça. Maintenant, on avance. On va poursuivre ça. N'est-ce pas, Kofi? On peut avancer maintenant par rapport à la question de la liste électorale? Oui. Non, vous voulez répondre par rapport à quoi? Je vais répondre encore que M. Ouattara est le seul qui ne doit pas être candidat en Côte d'Ivoire. D'accord, mais vous saisirez la justice en son temps. Oui, on va saisir la justice parce que voilà quelqu'un qui a une double nationalité et il ne nous a jamais montré qu'il a renoncé à sa nationalité voltaïque. Dès lors, c'était une
exception que le président Gbagbo avait faite en prenant l'article 48 pour faire de lui un candidat exceptionnel. C'est marqué dans les annales. Non, mais s'il est devenu ivoirien par la suite, ce n'est pas la même situation. Non, il n'est jamais devenu. Parce que c'est une seule fois. Parce que c'est selon les accords de Ouaga que M. Ouattara a pu être candidat. Et il a été candidat, il n'a jamais été, comment on appelle, ivoirien. Vous allez attaquer sa candidature. Non, on va attaquer sa candidature. C'est d'abord quelqu'un qui viole notre constitution, qui devait avoir, il devait faire 2 mandats, il en a fait 3 et il veut faire 4e mandat. Il va nous prouver. Avançons, Brice. Non, ma minute à moi, s'il vous plaît, ma minute à moi. Pas une minute, on fait 30 secondes. Oui, 30 secondes. Alors, très rapide. Déjà, la candidature de M. Ouattara, s'il veut faire un 4e mandat, c'est normal. Parce que la Constitution le lui permet. Moi, je n'ai rien dit. Quand j'arrive, je les vois sourire, mais ce que je vais leur dire va leur trouver tout de suite le mot à la bouche. M. Gbagbo ne pouvait pas être candidat. La nouvelle Constitution adoptée a sauté le verrou de l'âge. Et ça vous arrange très bien. Que M. Bédier, à son temps, puisse être candidat et que M. Gbagbo aussi puisse être candidat parce que le verrou de l'âge a sauté. Il a sauté pour M. Ouattara. Et du coup... C'était pour M. Ouattara. Pour M. Bédier et M. Gbagbo aussi. Allez, s'il vous plaît, laissez-le qu'il finisse rapidement. Non, mais dis-les. S'il vous plaît, M. Kofi. Mais pourquoi est-ce que vous focalisez sur... Non, M. Kofi. S'il vous plaît, M. Ouattara, il n'y a pas de souci. On laisse M. Diaby. Mais pourquoi vous focalisez uniquement sur mais c'est parce que c'est lui qui viole la Constitution. Les 2 mandatures supplémentaires du président de la République, alors que dans cette même Constitution révisée, M. Gbagbo en a bien profité, Feu Bédier aurait aussi profité de cela. Personne n'a profité de ça. Donc quand on dit quelque chose, il faut être logique dans ce qu'on dit. On apprécie une Constitution dans sa globalité. On a compris votre point. Pas des articles qui nous arrangent et en faire une Constitution personnelle. La loi on avance. personnelle. C'est vous qui le dites. On avance. La loi Brice Nzamba. Il est là l'avocat. La loi est personnelle. Mais il vient de vous dire que la décision qui a été prise est juste. La situation. S'il vous plaît, M. Kofi, s'il vous plaît. Monsieur Diaby, vous n'avez plus la parole. Merci, excusez-moi. Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Blé Goudé n'est pas sur la liste électorale. Tidiane Thiam n'est pas sur la liste électorale. Soro Guillaume n'est pas sur la liste. Pour lui, c'est encore. Il faut déjà qu'il soit là. Il n'est même pas sur le territoire national. Comment peut-on faire une présidentielle dans ces conditions? Brice Nzamba, vous êtes analyste politique. Est-ce que le président Alassane Ouattara peut prendre le risque d'aller à une présidentielle sans ces principales figures que je viens de citer? Et ce, d'autant plus qu'eux-mêmes, ils se mettent dans une impasse. Ils ne veulent pas désigner d'autres candidats. Ils veulent rester candidats de leur parti politique. Comment faire une présidentielle dans cette condition? Oui, alors, ce qu'il faut dire, c'est que la Côte d'Ivoire est entrée dans une phase, je dirais, très, très délicate. C'est le moins qu'on puisse dire. Parce que quand on fait une élection, on va, en fait, demander au peuple de vous déléguer sa souveraineté. Oui. Voilà. C'est-à-dire que pour cela, il faut qu'il y ait une participation la plus large des populations et donc de tous les candidats qui incarnent, en tout cas, des pans importants de cette souveraineté-là, puisque le peuple exprime son choix quand déjà il y a un pluralisme de candidats. Et quand toutes les opinions et toutes les visions politiques sont présentes dans la compétition. Donc quand certaines visions politiques sont exclues de la compétition, ça fait en sorte que le choix du peuple n'est plus un choix qui est véritablement libre, puisque pour que le choix soit libre, il faut encore qu'on ait le choix. Et pour avoir le choix, il faut que tous les candidats possibles puissent participer à l'élection. Donc, ce qui risque de se passer, c'est une crise de légitimité. Voilà. C'est-à-dire que même si... Du prochain président. C'est exactement ça. C'est-à-dire que, supposons même qu'il y ait une élection en Côte d'Ivoire, que le président Ouattara soit réélu, il y aura une crise de légitimité. Parce que son élection ne serait pas déroulée dans une compétition véritablement pluraliste et démocratique comme l'exigent les standards internationaux. Donc, je pense qu'il y a une crise, il y a un risque de crise de légitimité. Et qui dit crise de légitimité dit des contestations. Bien sûr. Et donc instabilité dans la gouvernance. Alors, quand on connaît un peu le passé récent de la Côte d'Ivoire, je pense que ce n'est pas une bonne chose qu'on puisse se diriger vers une élection comme on est en train de se diriger actuellement. Bernard Oudin,
Un grand analyste vient de nous apprendre que votre leader, Laurent Gbagbo, est autant populaire aujourd'hui en Côte d'Ivoire que le président Alassane Ouattara, pour ne pas dire plus. Pareil pour Tidiane Thiam, dont un sondage, mais j'en sais rien, placerait en tête. Bernard Houdin, vous nous avez toujours répété que Laurent Gbagbo sera de toute façon candidat. Qu'est-ce que vous allez faire pour qu'il soit candidat, puisque au moment où on est en train de faire cette émission, il est rayé de la liste et on ne voit pas encore de signe, un signe quelconque de la part du pouvoir allant dans le sens de sa réintégration à la liste électorale? J'ai dit à ce micro plusieurs fois déjà les raisons pour lesquelles M. Gbagbo ne peut pas ne pas être candidat, et que si on veut rester sur le plan juridique, c'est en particulier à propos de cette affaire, entre guillemets, du pseudo-braquage de la BCEAO, où il y a eu une loi d'amnistie en 2018 qui a permis, au moment de la fête nationale, le président Ouattara a pris une décision d'amnistie. Et les gens qui ont une amnistie, c'est pour effacer les faits qui sont reprochés. Et les gens qui ont participé à ces faits, à partir du moment où les faits sont éliminés, ils ne peuvent pas être poursuivis puisque les faits n'existent plus. Et il y avait eu une ligne de cette loi d'amnistie qui disait qu'il ne pouvait pas prendre la décision pour Laurent Gbagbo puisqu'il était sous l'emprise de la Cour pénale internationale. Oui. Donc il devait attendre le résultat de la Cour pénale, parce qu'on n'était qu'en août 2018. C'est vrai. En janvier 2019, Laurent Gbagbo a été acquitté, totalement, avec un jugement de 1000 pages. C'est vrai, on a tout lu. 2 ans après, le 30 mars 2021, il a été acquitté définitivement, dans les mêmes termes et conditions, ce qui dit le jugement, par la Cour d'appel. Donc le dossier est totalement clos. Pas quel coup d'appel? De la CPI, vous dites? De la CPI. Oui, donc Laurent Gbagbo est rentré à... Mais il n'y a aucun lien avec la CPI. Hein. Mais le lien, il est avec la loi d'amnistie, où M. Gbagbo... Oui, non. Il y a en fait un lien qui exclut... Ce n'est pas la CPI qui l'a condamné à une peine d'illégibilité. Non. Oui, en fait, il est en train d'expliquer qu'il y a la loi d'amnistie avait prévu que ça ne s'appliquait pas au cas Gbagbo, précisément parce que le cas Gbagbo était réglé devant la CPI. Absolument. À partir du moment où le président Gbagbo a été totalement acquitté, la loi d'amnistie s'applique automatiquement à lui, puisqu'il est dans cette affaire-là, entre guillemets, parce que c'est une affaire bidon, il est co-auteur. L'auteur principal dans le texte, c'est Koné Katinan. Il a été amnistié. Qui a été amnistié. Et lui, le co-auteur... il est co-auteur, il ne serait pas amnistié. Donc tout ça, c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Donc, M. Gbagbo ne peut pas ne pas être candidat. Il a rencontré très récemment... Koné Katinan est allé à l'ONU il y a une quinzaine de jours, et il a obtenu que le secrétaire des Nations Unies envoie une délégation à Abidjan pour discuter avec toutes les parties. J'ai suivi ça de très près. Il a rencontré le président Ouattara, il a rencontré le président Gbagbo, il a rencontré X, Y et Z. Et il est sorti de là en disant que l'élection en Côte d'Ivoire doit être inclusive. Vous faites une élection inclusive avec un seul candidat, éventuellement un ou deux faire-valoir que vous avez trouvé dans un maquis le matin. Non, il faut être sérieux. Il faut revenir à une vraie élection. Je vous dis, aujourd'hui, nous ne sommes qu'en avril, il y a tout le temps pour régler ces problèmes-là, parce qu'il faut, au-delà de l'inscription sur la liste, il faut savoir de qui est sur cette liste. Absolument, et on en parlera tout à l'heure. On en parlera justement tout à l'heure. Avant que je vous donne la parole, il faut qu'on finisse. On va avancer. Monsieur Diaby, à chaque fois que j'ai reçu un représentant RHTP dans mon émission, il me dit que la Côte d'Ivoire est un état de droit et que le pouvoir actuel, tout comme le RHTP, sont respectueux des décisions de justice. D'accord. On est d'accord? D'accord. Laurent Gbagbo, oublions la loi d'amnistie. Laurent Gbagbo a été condamné à 20 ans de prison ferme et à une peine d'illégibilité. D'accord. C'est précisément par rapport à cette condamnation que aujourd'hui il est rayé de la liste électorale. D'accord. Si on veut être respectueux, ne voyez aucun parti pris dans ma question. Hein. Non, du tout. Si on veut être respectueux des décisions de justice, on n'applique pas la décision à 50%. Si Gbagbo ne peut pas être électeur ni éligible, en vertu de la condamnation en 2018 pour braquage,
comme le même juge qui l'a condamné à la peine d'illégitimité l'a condamné à 20 ans de prison ferme, pourquoi il n'est pas en prison alors? Je veux vous répondre de façon très juste. Oui, s'il vous plaît. Le président de la République, quand M. Gbagbo a été acquitté à la CPI, a permis à ce que M. Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Et vraiment de façon très libre. Absolument. Parce que c'était un Ivoirien, c'était un ancien chef d'État. Pour que la vague de réconciliation dans laquelle nous étions puisse toujours continuer à être. Parce que le pays a besoin de paix et de stabilité pour y aller. OK. Cela dit. Maintenant, que M. Gbagbo ne soit pas sur la liste électorale parce qu'il a été condamné, qu'il cherche à bénéficier d'une armistice, c'est cela. Il y a des mécanismes qui sont prévus. Ça, c'est le président de la République qui prend la loi. Ou, à l'Assemblée nationale, les députés qui représentent M. Gbagbo Laurent introduisent une demande d'armistice. Monsieur Diaby, ce n'est pas ma question. C'est pas ça ma question. Pourquoi, quand Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, le juge d'application des peines ne l'a pas jeté en prison puisqu'il est condamné à 20 ans de prison ferme? Parce que quand il est arrivé, c'est ce que je vous dis, c'est dans un climat de décrispation. Il n'est pas, il n'est pas le seul. Mais oubliez alors la question d'inéligibilité. Il n'est pas le seul. Il y a Blé Goudé aussi qui est rentré. Oui. Il y a plusieurs personnes qui sont rentrées, qui ont eu des condamnations. Donc, la décrispation ne peut pas aller jusqu'à l'effacement des peines totales. Après, maintenant, l'effacement des peines, pas l'effacement des peines, c'est amener à l'intéressé de faire les démarches qu'il fallait pour cela. Non. Le juriste nous dit non. Non, je pense qu'il y a une véritable contradiction. En fait, on ne peut pas dire A et ne pas dire B. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une condamnation, il y a la peine principale et la peine accessoire. La peine complémentaire, c'est l'inéligibilité du président Gbagbo. La peine principale, c'est la réclusion criminelle à 20 ans. Bon, quand il arrive, si vous voulez appliquer la peine, elle est entière. Donc, vous allez appliquer la peine principale et la peine complémentaire. Mais si vous n'appliquez pas la peine principale, pourquoi vous appliquez la peine complémentaire? Puisqu'elle n'est complémentaire que parce qu'elle vient compléter la peine principale. Si vous estimez que la peine principale n'est pas applicable, ça veut dire que l'accessoire tombe avec la principale. C'est une question de logique, en fait. On n'a même pas besoin de faire du droit. C'est logique. Et ce, d'autant plus que la Cour africaine des droits de l'homme a elle aussi pris une décision allant dans ce sens. Et la Côte d'Ivoire est respectueuse des décisions de l'UIC. La décision de la Cour africaine des droits de l'homme n'est pas supérieure à la décision des lois nationales. Ah bon? Donc voilà. C'est une juridiction supranationale. Oui, supranationale, mais en fait, en l'état d'espèce, c'est toujours l'État en question qui décide de l'appliquer ou pas. Il n'y a aucune contrainte. D'accord. C'est vrai. Non, dans la forme et dans le principe, oui, les décisions ne sont pas coercitives. Que son pays signe, il ne peut pas... En fait, ça dit beaucoup du respect du droit. Ça dit que quand vous signez un traité qui crée une cour supranationale, c'est que vous reconnaissez par là que vous allez être assujetti, où vous allez suivre les décisions qui vont être prises par cette cour. Donc, vous ne pouvez pas signer un traité dans ce sens, et cette cour a une décision, et vous vous asseyez sur cette décision. Donc, ça montre quand même qu'il n'y a pas de respect. Nestor Kofi, vous avez retiré votre représentant de la CEI. Tout à fait. Pour vous... Ils ne sont plus qualifiés, c'est des corrompus, on ne peut plus leur faire confiance. Mais parlons, et la question s'adresse à vous deux. Et encore une fois, elle est objective, ma question. En mars dernier, la Commission électorale indépendante a distribué à tous les partis politiques la liste électorale, actualisée en décembre 2024. Vous l'avez reçue, le PPACI a reçu cette liste. Tout à fait. C'est une question de principe que je vous pose. Tout à fait. Pourquoi ça pose problème que cette liste, pour le compte de l'année 2025, soit actualisée en décembre, alors que ça ne vous a pas posé de problème qu'elle ait été actualisée en décembre 2024? Vous avez compris ma question? Où est le problème si on actualise la liste électorale actuelle en décembre 2025, si ça n'a pas posé problème qu'on l'ait actualisée en décembre 2024? Parce que d'abord, nous sommes en année électorale. Oui. Et vous ne pouvez pas vous imaginer que nous allons accepter qu'on ne fasse pas la RLE
Alors que lorsque le président Cubier était de passage ici, il avait dit que si cela suscitait un engouement, on allait continuer. Et c'est le cas. On a une année électorale, il veut faire... Mais la loi ne précise pas ça. Hein. La loi dit qu'il faut actualiser chaque année. La loi ne donne même oui, pas le mois. mois. La loi ne dit pas que c'est en décembre qu'il doit faire. Puisque oui, mais elle ne dit pas non plus qu'il ne faut pas le faire en décembre. Mais puisque c'est en année... Sur la base de son calendrier. Écoutez-moi bien, c'est en année électorale. Oui. Et nous voulons que tous les Ivoiriens participent à cette élection. Oui. Ceux qui sont en droit de le faire, qu'ils le fassent. Sachez une chose. S'il vous plaît. La Côte d'Ivoire est le seul pays où il n'y a que 2 millions qui gouvernent 30 millions d'habitants. Ce n'est pas la norme internationale. Ça ne fait même pas les 40%. Attendez. On ne va pas rentrer dans les considérations. Si, je rentre dans les détails. Des considérations ethniques. Pourquoi vous parlez de 2 millions qui gouvernent? Laissez qui s'explique. Vous voulez parler de quoi? Non, quand je parle de 2 millions, je n'ai pas dit un groupe ethnique. Mais expliquez-vous. C'est 2 millions de quoi? 2 millions d'électeurs. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont fait là, c'est truffé de faux. De faux. Absolument. De faux. Parce que Maître Abiba a fait, comment on appelle, les investigations. On voit comment vous pouvez comprendre qu'une seule femme puisse faire, attendez, vous parlez de Maître Abiba. 500 enfants. Vous parlez de Maître Abiba, oui. Et écoutons ce que dit Maître Abiba. Voilà. Nous avons une liste électorale où plus de 6 millions d'électeurs prétendent ignorer l'identité de leur père, de leur mère, voire même des deux. Ou encore ils prétendent ignorer la date et le lieu de naissance de leurs parents. Ou encore ils prétendent partager avec des centaines et des milliers d'électeurs les mêmes parents. Le pire, c'est que sur la liste électorale de 2023, certains d'entre eux déclaraient que leurs parents étaient nés le 1er janvier 1900, ou du moins, ils déclaraient une date de naissance. Et puis, tout d'un coup, en 2025, si on en croit la liste électorale qui nous a été présentée, ils prétendent maintenant ignorer la date de naissance de leurs parents. Qu'est-ce qui explique cette volte-face? Qu'est-ce qui explique qu'en 2023, ces électeurs avaient pour leurs parents comme date de naissance 1er janvier 1900, et puis tout d'un coup, en 2025, pour la date de naissance, il apparaît indéterminé, non précisé ou rien du tout. Ces personnes sont-elles venues dans le cadre de la révision de la liste électorale pour déclarer qu'elles ignorent maintenant la date et le lieu de naissance de leurs parents, ou est-ce que des modifications sont intervenues à leur insu? Ça ne vous pose aucun problème d'aller à une élection présidentielle où on a une liste électorale sur laquelle figurent des gens qui ont fait 300 enfants, 500 enfants, puisque on n'entend pas le RHDP monter au créneau et réclamer la révision de la liste électorale actuelle. Ok. Je suis très heureux de répondre à cette question. Parce qu'ils en ont fait un cheval de bataille et ils en ont fait vraiment beaucoup de bruit pour rien du tout. Rien du tout. J'ai ici une circulaire signé par le Premier ministre Soro Guillaume en son temps. Et après la signature, vous avez la photo où il fait la collade avec le président Gbagbo, qui dit « Les pétitionnaires qui ignorent les dates et lieux de naissance de leurs parents doivent être acceptés en l'enrôlement. Dans ce cas de figure, les mentions concernant leurs parents devant être portées sur le formulaire sont les suivantes. Lieu de naissance marqué inconnu. Date de naissance marquée 0101 1850. » On n'a pas inventé. Le RHDP n'était pas au pouvoir. Il y a eu des audiences foraines pour que les gens s'inscrivent sur cette liste électorale. C'est M. Gbagbo qui était président. Écoute, ces audiences foraines, je vous dis le problème, il est très simple. Le FPI a boycotté les audiences foraines. Ils étaient sûrs de leur fait. Ils ne se sont pas inscrits sur la liste électorale. Tout ce qu'ils racontent, la liste électorale de 2010, est le croisement de la liste électorale de 1995 et des foires foraines et les recensements électoraux et de l'habitation de 2000. C'est écrit noir sur blanc. Et c'est à partir de cela qu'on a confectionné cette liste électorale. On est bien allé aux élections en 2010 avec cette liste électorale. M. Gbagbo est arrivé en tête au premier tour. Cette liste était parfaite. On lui faisait des bisous, des câlins partout sur cette liste électorale. Mais quand au deuxième tour, M. Gbagbo n'a pas été élu, on a trouvé des Ivoiriens de seconde zone. Grâce à l'ivoirité que le PDCI ici présent a créée et qui a divisé le pays, qui a mis une fracture énorme entre les Ivoiriens.
Et aujourd'hui, ils viennent nous dire que la liste est truffée de 6 millions de faux électeurs. Alors que depuis que le président Ouattara est au pouvoir, on n'a fait que recruter que 3 millions de personnes. Et à travers un processus électoral qui est tellement efficace et ouvert. Ok. Je vais juste dire une chose. Je suis venu ici pour vous organiser un débat sur les élections en Côte d'Ivoire, sur les partis politiques, les choix que les Ivoiriens devront faire, etc. Et j'assiste à un grand guignol sur cette histoire de liste électorale. C'est vous qui êtes rigolo. Non. Je ne vous ai jamais interrompu. Je ne vous ai jamais interrompu. S'il vous plaît. Je vous ai jamais interrompu. Vous n'avez aucune prérogative. Monsieur Diaby, vous répondez. On est d'accord. C'est pas une injure. C'est une constatation. Vous répondez si vous continuez. S'il vous plaît. Monsieur, vous sont là devant vous. C'est vous qui avez signé. Là, vous répondez à côté de la question. Je ne réponds pas à côté de la question. On les laisse finir, on va garder le cadre de la séance et puis on va... Comment se fait-il qu'une femme peut avoir 500 enfants? Et vous dites... Mais pourquoi est-ce que pendant le contentieux, vous ne me coupez pas. Vous ne me coupez pas. Moi, j'arrête de discuter dans cette émission si on ne parle pas des vrais problèmes que j'ai évoqués au début. Toutes ces histoires-là, on pourra les traiter ailleurs, mais là, on n'a pas beaucoup de temps. C'est ça. Il faut pouvoir parler de choses sérieuses qui intéressent les gens qui regardent. Merci. Et Nestor Kofi, très rapidement. Oui, j'avais pas fini. Par rapport à quoi? Vous avez sorti... par rapport à... Mais elle a complété. Bon, mais en plus... Elle a complété ce que... Oui, mais lui, il sort... Moi, ce n'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bon. Attendez. On peut avancer. Oui, j'ai dit, quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bon, je ne vais pas venir répéter les bêtises. S'ils trouvent que, sous le président Gbagbo, ils ont fait ce qui n'est pas bon, pourquoi eux, ils viennent amplifier? C'est la question que je vous pose. Avant qu'on avance, on ne marque une coup de pause, Brice Nzamba. Ce qui peut être incompréhensible, mais ça, Diaby ne sera peut-être pas là, il va partir, il ne pourra pas nous répondre. On ne comprend pas pourquoi, alors que nous sommes à 6 mois de cette présidentielle, la commission électorale exclut toute révision de cette liste pour la faire après la présidentielle. Oui. C'est-à-dire que vous avez là 6 mois pour faire une révision, puisque apparemment c'est en juin que la liste doit être purifiée de toutes les irrégularités. Les autres fois, pas 2 fois. Et si on suit le calendrier électoral actuel, dans l'hypothèse d'un second tour, on sera en novembre pour le second tour. Et peut-être le président prêtera serment au début décembre. Pourquoi la commission électorale, est-ce que vous comprenez ce qui est en jeu? Pourquoi la commission électorale préfère-t-elle, alors qu'elle a assez de temps maintenant pour régler cette question liée à la liste électorale, préfère-t-elle attendre fin 2025 pour faire? Qu'est-ce que ça vous inspire, cette approche adoptée par la commission électorale? Alors, moi, je pense que dans le cadre d'une élection, il faut déjà, parce que même le cadre de la commission électorale indépendante, c'est un cadre, je dirais, de concertation, un cadre consensuel pour permettre à ce que l'élection soit apaisée, c'est-à-dire qu'elle soit organisée, donc les préparations d'élection, l'organisation, que tout cela s'efface de façon consensuelle pour que les résultats ne soient pas contestables, en fait, dans le principe. Donc, à partir du moment où la liste électorale fait l'objet de rejet, de contestation, de doutes. Il y a des doutes quand même sur des éléments qui sont objectifs. C'est pas des doutes sur des éléments qui sont un peu imaginaires, parce que même dans la circulaire qui nous a été mentionnée, c'est un point où on dit que ceux qui ne peuvent pas justifier de leur lieu de naissance, on met inconnu, etc. Mais quand on a quand même des faits qui sont graves, où il y a 500 enfants, 300, c'est quand même des faits graves, ça gonfle les chiffres. En tout cas, il y a des doutes. Et donc, je pense que toutes les parties ont à y gagner. Parce que même le président Ouattara, il y gagne, parce qu'il va montrer qu'il n'a pas peur de pouvoir revoir la liste, parce qu'il est sûr de lui-même, parce qu'il a un bilan économique qui parle pour lui, en tout cas selon lui. Donc, il est confiant du vote des Ivoiriens, donc il n'a rien à craindre.
Donc c'est même, je pense que c'est dans son intérêt de pouvoir participer à cette révision de la liste électorale. Je propose qu'on marque une pause, vous aurez le temps. Non, après, le fil, on va perdre le fil. Je voulais juste compléter ce que Maître très rapidement. En prenant en compte le détail que certains connaissaient le nom de leurs parents en 2024 et en 2020. Je ne crois pas que, en 2024 et subitement. Je ne crois pas que cela soit juste. Ah, vous ne croyez pas? Je ne crois pas du tout. Abiba Touré. Je ne crois pas du tout. Ce qu'elle dit n'est pas exact. Abiba Touré, soit-elle Abiba Touré, je ne crois pas que cela soit juste. D'accord, allez-y très rapidement. Pourquoi? Oui. Parce que pendant la période du contentieux, j'ai posé cette question. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que les 6 millions de personnes dont vous parlez, vous n'avez pas posé ce problème-là pendant la période du contentieux pour qu'on puisse les vider de choses? Mais ils ont posé. J'arrive, monsieur Nestor, laissez-moi parler. Ils disent qu'ils ont remis une clé USB à la CEI. Mais on ne conteste pas comme ça. Ce n'est pas la procédure de contestation. Pour monsieur Thiam, ce n'est pas une clé USB qu'on a remis à la CEI. On a fait une demande avec un dossier monté, ficelé, posé devant, et puis il y a la justice. Mais si vous soupçonnez une femme d'avoir 500 enfants, et que le nom de ces électeurs-là, vous les connaissez, si vous savez les localités dans lesquelles ces personnes sont inscrites, mais vous prenez ces documents-là, vous allez dans ces localités-là, et vous portez plainte contre ces personnes pour qu'on les radie. Vous ne le faites pas, et vous venez vous asseoir sur les chaînes. Merci, monsieur Diaby. Parce qu'on ne vous conteste pas, vous venez vous dire ce que vous voulez, et quand il y a une contradiction, vous commencez à vous énerver, à insulter les gens. Merci. C'est pas possible. Merci, monsieur Diaby. Soyons honnêtes. Merci pour cette réponse. Merci pour cette réponse. La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Je propose qu'on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine. Troisième et dernière partie de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à la Côte d'Ivoire. Nous l'avons vu, elle tient sa présidentielle en octobre 2025 et déjà le climat politique est tendu. Un nouvel invité m'a rejoint. Bafalikou Doumbia, vous êtes membre du RHDP, vous en êtes le délégué en charge de la formation politique. Merci de nous avoir rejoints. Nous étions en train de débattre justement des irrégularités énormes constatées sur la liste électorale, constatées par les partis d'opposition. Ce qui peut être curieux, c'est que vous n'y trouvez aucune irrégularité. Votre parti ne monte pas au créneau pour demander, à l'instar des autres partis d'opposition, ne serait-ce que pour corriger telle ou telle irrégularité. Pour vous, tout est parfait. Vous savez, dans un État, il faut une organisation. Et la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est structurée et organisée. Nous sommes responsables. Vous savez, les institutions fonctionnent. Et la CEI est une institution qui est partenaire des partis politiques. Il y a eu vraiment des avancées. La circulaire que venait de présenter mon collègue du RHDP tout récemment a été décidée sous Laurent Gbagbo en 2018. Monsieur, je vous dis simplement que l'État est une continuité. D'accord. Vous avez, il y a eu, c'est parfait, la liste électorale actuelle, c'est bon pour vous. Qui ont été enrôlés en 2010. Nous avons fait 6 recensements, 6 enrôlements. Et ces 6 enrôlements-là ont eu lieu de 2010 à 2025. On parle de 2025. Les accords, les partis politiques se sont mis d'accord pour s'engager sur un chronogramme, sur un principe, en toute responsabilité. Oui. Ils ont même décidé de 18 personnes pour pouvoir intégrer la CEI, dont les membres des différents partis politiques qui ont prêté serment. Vous savez, en fait, ils ont prêté serment devant le Conseil constitutionnel. Et il y a 2 entités aujourd'hui qui peuvent prêter serment au Conseil constitutionnel. C'est effectivement ces représentations de la CEI ainsi que le chef de l'État. D'accord. D'accord, très bien. Donc, la liste électorale actuelle, elle est parfaite pour vous?
La liste électorale... Ça ne vous pose aucun problème. Le RHDP s'est inscrit dans un processus, un chronogramme arbitré par la CEI. Nous respectons ce programme, ce chronogramme. Je ne vous parle pas de programme. Mais oui. Je vous parle d'une liste, je vous parle de la liste électorale. Mais c'est la responsabilité de la CEI qui est une institution. Donc ça, elle vous va, puisque elle vous a été aussi distribuée. Nous nous organisons pour aller aux élections. Elle vous va la liste électorale ou pas? La liste électorale, elle est crédible. Elle est crédible. Elle est crédible. C'est tout. Voilà. C'est tout, la liste électorale est crédible. Plus nous en va. Alors, disons les choses cash. Mettons les choses sur la table. J'ai discuté avec un fin connaisseur du jeu politique ivoirien. Il n'est même pas ivoirien, mais il connaît très bien les enjeux et les dessous de ce dont nous parlons ici. Et il explique, en tout cas, la conclusion, c'est quoi? C'est que la liste électorale actuelle, si on va à la présidentielle en 2025 avec cette liste-là, l'ONU peut envoyer un observateur dans chacun des 20 000 bureaux de vote en Côte d'Ivoire. Le candidat du RHDP va gagner si on y va avec cette liste électorale. Fustigeant, dit-il, une forme de connivence entre le pouvoir, mais c'est son point de vue, entre le pouvoir et la CEI. Non, monsieur Togbe, ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, je ne parle pas de vous. Je ne parle pas de vous. Hein. Non, je ne parle pas de vous. Vous parlez de qui alors? Non, je ne parle pas de vous. Je parle d'un analyste, d'un observateur de la vie politique de votre pays, la Côte d'Ivoire, qui donne son avis sur cette liste électorale. Ce qui est troublant, c'est que justement, le RHDP ne la conteste pas. Et il dit, si on révise cette liste, avec la popularité actuelle de Laurent Gbagbo et de Tidjane Thiam, le RHDP peut oublier la présidentielle de 2025. Je ne sais pas s'il a raison ou pas. Bon, alors, je pense que tous les éléments convergent. Hein. C'est-à-dire que je pense qu'au sein du parti du président Ouattara, il manœuvre. Parce que la politique, c'est aussi l'art des manœuvres. Hein. Parce que quand on veut atteindre un objectif, il faut manœuvrer, il faut accomplir des actes de nature à permettre l'atteinte de l'objectif. Donc, je pense qu'il y a d'abord le fait d'écarter, mais ce n'est pas le président Ouattara en tant que tel, mais ce sont des manœuvres politiques. Hein, qui sont intrinsèques au jeu politique. Au jeu politique. C'est-à-dire que le président Ouattara, on ne peut pas le lui reprocher, c'est la politique. C'est-à-dire qu'à manœuvrer de façon que le président Laurent Gbagbo ne soit pas candidat. Il a manœuvré pour que le président Thiam ne soit pas candidat et il a verrouillé la liste électorale. Donc, ce qui fait que... Alors, moi, personnellement, je ne vois pas l'intérêt. Si réellement la liste électorale était verrouillée, il aurait pu laisser les autres concourir. Vous voyez ce que je veux dire? Puisque si la liste électorale est verrouillée, comme on le croit, dans ces conditions-là, que le président Laurent Gbagbo soit candidat ou le président Thiam soit candidat, lui, il est sûr dans tous les cas qu'il va être élu, puisqu'il contrôle la liste électorale. Donc, mais je ne comprends pas trop bien. Mais ils vont encore dire qui sera ils vont contester. Voilà, oui, mais dans tous les cas, oui. Il pourra démontrer que les votes ont été faits. Voilà, donc ça dit que moi, je ne comprends pas trop bien la logique concernant la liste électorale. Parce que si on a une liste électorale qui est verrouillée, en ce moment-là, il faut laisser les autres concourir. Donc s'il ne laisse pas les autres concourir, c'est qu'à mon avis, il n'a même pas aussi confiance dans sa liste électorale. Il nous reste deux principales questions pour finir cette émission. Bernard Oudin, si Laurent Gbagbo, je ne vais pas utiliser le mot entêté, mais s'il reste fidèle à sa logique actuelle de réclamer ses droits, je l'entends ainsi, et de ne pas désigner quelqu'un d'autre au sein du PPRCI pour cette présidentielle, il aurait pris ainsi le parti en otage et l'aurait privé d'une présidentielle. Si Tidjane Thiam ne désigne pas, n'engrange pas un processus nouveau pour que vous ayez un autre candidat, puisque la référence aujourd'hui c'est Sonko et Diomaye, si vous n'enclenchez pas chacun de vous le schéma Sonko et Faye, vous allez vous retrouver privé de cette présidentielle. Je vais vous dire, le président Gbagbo a passé sa vie à respecter le droit et à vouloir le mettre en exergue dans son pays. Le premier jour de sa présence au procès de La Haye, à la chambre préliminaire,
Il a expliqué pourquoi on l'avait envoyé là. Et pourquoi il était là? C'est parce qu'il avait toujours voulu respecter le droit de son pays. Et il a dit, j'irai jusqu'au bout, parce que moi, j'ai rien fait de mal, je sais ce que j'ai fait, et je sais que je sortirai d'ici. Le premier jour. C'est à peu près ce que je lui ai dit aussi quand je l'ai vu la première fois à la prison. Il est sorti de prison, il est rentré à Abidjan, il fait valoir ses droits, il en a totalement le droit. Bien sûr. Et il n'est pas question de faire un plan B, C ou D jusqu'à Y. Okay. Quitte à ne pas participer à cette présidentielle. Je vous dis, il y aura une élection où il n'y en aura pas. Pas parce que M. Gbagbo ne sera pas candidat, parce qu'on ne pourrait pas organiser, et M. Brice tout à l'heure a eu tout à fait raison de dire qu'on ne peut pas faire une élection dans un pays comme la Côte d'Ivoire, hein, parce qu'on ne parle pas de la Sierra Leone, avec un candidat qui, normalement, est techniquement et juridiquement le seul à qui on pourrait dire « vous ne pouvez pas être candidat ». À la limite. Oui. Mais moi, je suis pour l'inclusion. Il faut que cette élection soit inclusive. Et elle ne peut pas avoir lieu sans que tous les gens qui représentent des millions de personnes en Côte d'Ivoire, que ce soit pour le PDCI, pour le PPA, etc. Merci, donc il faut que ce soit dans ces conditions-là qu'il y ait lieu l'élection. Il ne sera pas question d'un plan B. Il n'est pas question d'un plan B, parce qu'il faut respecter le droit. Il faut respecter le droit. C'est tout. Ce n'est pas un entêtement. C'est un choix dans l'intérêt général. C'est très clair. Pareil pour vous? Oui, nous, il n'y aura pas de plan B. Plan A jusqu'à plan Z, c'est plan A. C'est soit il y a élection et vous y participez, ou il n'y aura pas d'élection. Voilà. Bon, votre message est on ne peut plus clair. Brice Nzamba, très rapidement. Le président Alassane Ouattara est dans une double impasse lui aussi. La situation n'est pas simple pour lui non plus. Hein. C'est très compliqué. S'il prend le risque de les exclure, si je reprends vos propres termes, c'est qu'il a en face une fronde, une vraie fronde. Parce que ces gens-là commencent par drainer du monde. On a vu à Dabo ce que le monde qu'il y avait au meeting de Laurent Gbagbo. S'il prend le risque de les exclure, il fait face à une fronde. Mais il sait aussi que s'il les autorise à participer aussi, ils vont vendre cher leur peau en termes électoraux. Ils n'accepteront pas une défaite. Du coup, il est dans l'impasse doublement. Comment il fait? C'est quoi l'hypothèse la moins compliquée pour lui? Oui, mais en fait, le problème du pouvoir, c'est que ça génère l'illusion de l'éternité et de la toute-puissance. Voilà. C'est un peu le problème du pouvoir. Parce que si le président Ouattara avait des bons conseillers, il aurait pu laisser les autres concourir et puis manœuvrer de façon à ce que, si jamais il est réélu, que ça soit potable aux yeux de la communauté internationale. C'est ça. Parce que ce qui va se passer, c'est que si les autres sont exclus jusqu'au bout, les autres vont monter au créneau devant la communauté internationale pour dire que l'élection n'est pas du tout légitime. Et comme je l'ai dit, il y a une crise de légitimité. Et qui dit crise de légitimité dit contestation. Et donc toutes les contestations sont légitimes. Parce que quand l'élection n'est pas légitime, les contestations, elles le sont. Et les contestations, ça peut prendre toutes les formes. Voilà, comme vous êtes dans un pays comme la Côte d'Ivoire, avec son passé récent, il y a je n'aimerais pas dire des mots, mais je pense que ceux qui m'écoutent comprennent. Donc il y a tous les risques, c'est-à-dire qu'on va ouvrir les portes de l'enfer en Côte d'Ivoire. Mais s'il les autorise et il gagne, c'est-à-dire si Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara ou son candidat, peu importe qui va, si ils sont autorisés et puis après on leur dit que c'est le HDP qui a gagné, ça ne va pas être simple non plus. Non, oui, mais au moins, ils pourraient dire devant la communauté internationale qu'ils ont concouru. Et que dans ce moment-là, ils vont faire les recours dans les canaux autorisés. Merci. Voilà, donc lui, il va faire jouer les institutions. Merci, maître. Vous avez été minoritaire à cette table. Je vous donne 30 secondes pour dire votre dernier mot très rapidement. Vous savez, en fait, il faut que les Africains apprennent à respecter les textes. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays où les institutions fonctionnent. Ces messieurs que vous voyez là, ils n'ont pas travaillé. Non, c'est pas personnel. Non, je parle en fait, des partis qu'ils représentent. Ils n'ont pas travaillé. Le RHDP s'est préparé pour pouvoir préparer effectivement des élections paisibles, libres et transparentes. Notre président de la République et le président du RHDP, il est méticuleux, il est stratégique. C'est une personne organisée. Il va
pour ces élections-là, rassembler ces troupes pour qu'on puisse aller à la bataille électorale et nous allons les gagner au premier tour. Merci. Parce qu'ils sont conscients qu'effectivement, ils ne sont pas représentatifs en fait sur le territoire national. Quand les Ivoiriens dorment dans les On a eu des élections législatives. Parce qu'ils avaient constaté, ils avaient quelques secondes. On a eu des élections législatives où ces gens-là ont participé, mais ils ont été battus copieusement par le RHDP. Et ils sont conscients qu'ils ne représentent rien. C'est pour cette raison qu'ils veulent avoir des stratagèmes en fait pour pouvoir effectivement créer des argumentations qui ne tiennent pas la route. En vérité, ils ne tiennent pas la route et ils ne sont pas vendables. Merci Bafalikou Doumbia, vous êtes représentant. Membre du RHDP, délégué en charge de la formation politique. Merci. Merci Bernard Oudin, conseiller de l'ancien président Laurent Gbagbo. Il y aura élection et nous y... Et je ne serai plus le conseiller d'ancien président, je serai le conseiller du futur président. Les stocks Kofi. Jusqu'à aujourd'hui, vous restez encore représentant de Tidjane Thiam. Oui, parce que nous serons au palais. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour a été consacré à la Côte d'Ivoire. Merci d'avoir été nombreux à notre... Attention, restez fidèles à nos programmes et si vous voulez suivre à nouveau cette émission, allez sur www.nca-tv.com. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal.